Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de The Tech Generation. Merci Jacques d'être encore avec nous, parce qu'on se voit souvent en ce moment. Écoute, je suis ravi de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler avec toi d'entrepreneuriat. Et comme tu le sais peut-être déjà et comme le savent peut-être déjà nos auditeurs s'ils nous réécoutent, on va en parler en 3 temps. Je vais te demander de répondre à une question d'abord comme si j'étais un enfant de maternelle, et puis ensuite tu me répondras à cette question comme si j'étais un jeune stagiaire tout fou qui venait d'arriver dans ton équipe, et puis enfin tu me répondras à cette question comme si j'étais le CEO d'une entreprise et que tu cherches à me convaincre. On verra de quoi selon l'ambiance et notre mood du moment. Et puis ensuite on parlera un peu de toi. Tu nous en raconteras plus, donc on aime bien s'amuser un peu sur ce podcast, et s'ils ont envie, les gens qui nous écoutent peuvent, sans pour l'instant savoir qui tu es, essayer d'imaginer qui tu es, ce que tu fais en t'écoutant. Autre petite précision, on enregistre aujourd'hui en français, depuis Barcelone, encore une fois, dans un beau studio. Si certains d'entre vous, de l'autre côté du micro, nous écoutent en anglais, c'est que vous avez été victime de l'intelligence artificielle et qu'on a passé la voix de Jacques à la moulinette d'Eleven Labs. On verra ce que ça donne ton accent, parce que c'est un peu aléatoire les accents qu'ils nous donnent. Voilà, Jacques, encore merci d'être là avec nous. Est-ce que t'es OK pour tout ça? Ouais, salut Jérémy, merci pour l'invitation. Et évidemment, je suis OK pour tout ça. Trop bien. Eh ben écoute, la question que je vais te poser aujourd'hui, je sais plus si je vais bien te la poser parce que je l'ai pas révisée, mais non, c'est tout simplement est-ce que l'IA peut changer la vie des entrepreneurs ou va la changer, et puis pourquoi et peut-être même comment d'ailleurs, si tu as quelques exemples concrets. Donc pour démarrer, je suis le petit Jérémy, j'ai 6-7 ans, et puis allez, on va dire, je crois que mon papa, il est entrepreneur, et puis j'entends parler d'IA autour de moi, parce que maintenant, dès 6-7 ans, on sait ce qui se passe, surtout dans les actualités tech, alors pas forcément de manière très pointue. Et du coup, je te demande, Jacques, pourquoi ça va changer la vie de ma maman ou de mon papa en tant qu'entrepreneur de l'intelligence artificielle? Ok. Pourquoi ça va changer? Alors, si tu as 6-7 ans, déjà, je te dis, te préoccupe pas trop de l'intelligence artificielle, va jouer, parce que tu auras tout le temps d'être scotché à des écrans plus tard. Mais en fait, sans que tu t'en rendes compte, cette intelligence artificielle, elle a déjà impacté potentiellement beaucoup de choses dans ta vie. Et ça va continuer de le faire. Je pense notamment à toutes les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Ouais. Je pense qu'on y reviendra. Mais peut-être si tu as 6-7 ans et que tu me demandes comment ça impacte l'entrepreneuriat, il faut déjà comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et donc, l'entrepreneuriat pour un enfant, c'est il faut jouer et peut-être partager. J'aime bien cette explication de l'entrepreneuriat qui dit prendre une responsabilité, faire preuve de courage, d'audace, qui est l'étymologie du mot, entreprendre, et qui est différent qui a la même racine de prendre, à s'accaparer. Donc celui qui entreprend, il joue et il partage, là où celui qui s'accapare, peut-être il joue mais il partage pas, donc c'est moins marrant. Donc si tu as 6-7 ans, j'irai là-dessus. Ok. Écoute, merci. Est-ce que à celui de 6-7 ans, tu peux quand même lui introduire un peu, alors on va pas refaire l'introduction de ce que c'est que l'IA, parce qu'on en parle tout le temps, mais lui introduire un peu quels sont les usages justement dans le cadre du métier de ma maman ou de mon papa, d'entreprendre. Pourquoi, c'est quoi le truc nouveau par rapport à avant? Ok. Imagine t'entreprends. En fait, entreprendre, c'est aussi répondre à un besoin. Donc si tu t'entreprends et que tu dis par exemple j'ai soif, j'ai un besoin de limonade fraîche, il fait chaud, j'ai un besoin de limonade fraîche. Sans IA, tu vas demander à papa ou à maman, et tu vas prendre un citron, de l'eau gazeuse, et puis tu vas te faire ta limonade. Avec l'IA, potentiellement demain, si jamais il n'y a pas le stock dans le frigo, automatiquement ça va apporter le stock dans le frigo, donc ça va changer ta vie parce que tu n'auras pas besoin d'aller chercher des choses que tu as oubliées parce que l'IA aura compris avant toi qu'il fallait restocker par exemple. Ou alors l'IA va pouvoir t'aider à bien placer ton stand de limonade
en ayant capturé des milliers de données que toi, tu n'aurais pas pu appréhender. Ah oui, si je veux faire de l'argent de poche, l'IA peut m'aider à mieux vendre mes limonades. Exactement, donc parce que initialement, quand tu vas sortir, tu vas te dire, tiens, j'ai soif et j'ai fait une limonade, c'était génial, j'ai adoré l'expérience, donc je vais installer mon stand de limonade dans la rue pour voir si je peux partager cette expérience ou cette réponse à un besoin avec d'autres gens, avec mes amis. Le début de l'entreprise, c'est toujours un peu ça. C'est j'ai un problème, j'y réponds, et ensuite je vois si ça pourrait répondre au même problème d'une dizaine de personnes. Et puis si ces 10 personnes-là elles disent c'est génial, bah, tu vas te dire je vais essayer de mettre peut-être un deuxième stand de limonade. Et bah, sans IA, tu vas le mettre chez le voisin et potentiellement c'est pas le meilleur emplacement. Avec l'IA, tu vas peut-être pouvoir poser une question en disant si je devais faire ça, où est-ce que je le mets? Et tu vas peut-être avoir des informations intéressantes pour savoir où est-ce qu'il faut le mettre. Ouais. Et ok, donc ça peut aider mon papa ou ma maman à vendre plus de limonade. En tant qu'enfant, j'ai une autre préoccupation importante, c'est que mon papa et ma maman, ils passent pas beaucoup de temps avec moi parce qu'ils bossent beaucoup, ils bossent comme des fous. Et puis l'autre jour, il y a un copain à l'école qui m'a dit que ses parents, je sais pas moi, ils étaient super riches, mais ils bossaient pas beaucoup. Et il m'a dit, ça c'est grâce à l'IA. Est-ce que tu crois que l'IA, elle peut aider mes parents à passer plus de temps avec moi parce qu'ils bossent moins et on pourra aller plus à Disney, au parc, etc. Ouais, alors l'IA reste c'est un outil. Donc il faut savoir bien utiliser un outil pour gagner du temps. Et c'est un outil très puissant qui peut mener à un gain de temps. Mais comme n'importe quel outil, il faut bien le maîtriser pour permettre de gagner du temps. Notamment dans tout ce qui va être collecte, traitement de données et analyse de données, etc. C'est certain que l'intelligence artificielle va faire gagner du temps. Ça va donner aussi accès à beaucoup de savoir. Et là, c'est probablement plus pour l'adolescent qu'il faut en parler. Mais il y a déjà une grosse différence entre ce que moi j'appelle l'IA traditionnelle et l'IA générative, où effectivement l'IA traditionnelle permettait d'accélérer de la collecte et de l'analyse de données, là où l'IA générative, j'aime bien ce que dit le CEO d'NVIDIA qui dit là tu peux recruter toute une équipe d'experts grâce à l'IA générative à moindre frais. Et donc là, que ce soit pour l'enfant ou l'ado, oui, si cet outil-là est bien utilisé, papa et maman peuvent s'entourer, ou papa et maman d'ailleurs, peuvent s'entourer d'une équipe digitale ou d'une équipe étendue. Et donc là, il y a un changement conséquent sur le temps de présence à la maison. Après, comme n'importe quel environnement compétitif, ça peut durer un temps, mais après, tous les vendeurs de limonade vont avoir accès au même outil petit à petit. Et donc, potentiellement, les heures vont se réallonger. Donc, c'est aussi un élément à prendre en compte quand on dit l'IA va te permettre de gagner du temps. Non, l'IA va permettre d'aller plus vite. Et après, il y a une autre question plus d'ordre moral, éthique, etc., qui se pose, qui est est-ce qu'on veut absolument aller plus vite ou est-ce qu'on va pas déjà trop vite? Ok, super. Allez, belle transition pour mon ado. Donc, je suis plus le petit Jérémy de 6-7 ans, j'ai grandi. J'ai 19-20 ans, là, je suis en école de commerce, par exemple. Et puis, j'arrive chez toi, dans ta boîte qu'on devine sur le t-shirt, on en parlera après, notamment. J'arrive en stage. Allez, on va dire, moi, pour te donner un peu de contexte, il se passe plein de trucs dans ma tête. Alors, à la fois, je suis baigné plein de paradoxes, je suis baigné à la tech de manière générale. Je commence à être pas mal baigné à l'IA, c'est-à-dire que tu me demanderas plus de faire un truc pour l'école sans aller checker sur GPT, un peu comme notre génération à nous, on était content d'aller pomper sur Wikipédia et on se battait avec nos profs pour essayer de leur expliquer que c'était génial Wikipédia. Voilà, donc c'est un peu la même chose, mais version quand même plus importante. Et puis cet ado-là, je pense que il a aussi pas mal de stress, pas mal de questions. On va dire que, pour le caricaturer un peu, je m'excuse auprès des allez, d'ailleurs, il y a 19-20 ans, on n'est plus ado, on est adulte, mais je m'excuse auprès des gens de 19-20 ans qui nous écoutent pour trop les caricaturer, mais il est un peu provoque, donc il te dit, il t'envoie un peu bouler sur tes trucs du vieux monde. Mais en même temps, il est un peu stressé quand même, lui aussi, que de toute façon, il aura peut-être pas de boulot parce que ce qu'il est en train de faire en tant que stagiaire, potentiellement, n'importe quelle IA peut le faire.
Est-ce que tu peux l'introduire et est-ce que tu peux lui donner quelques conseils pour bien bosser avec toi, bien s'intégrer dans ta boîte, être utile, bien s'en servir de l'IA et puis pourquoi pas peut-être plus tard d'entreprendre? Ouais, alors j'allais dire là, tu me plonges dans l'univers de l'ado, à quoi on pensait quand on en avait 16, 17, 18, 19, 20 ans. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Quand t'es ado, t'as fini, je sais pas si tu connais ce truc-là où jusqu'à 10-11 ans, tu demandes pourquoi, puis après t'as la peur du groupe et tu commences à réduire le nombre de fois où tu demandes pourquoi pour t'insérer plus facilement au sein du groupe. Je trouve que ça, c'est un point intéressant. Et donc, ce que j'encourage les ados à faire, et même les adultes d'ailleurs, même le CEO dont on parlera après doit faire la même chose, c'est de toujours demander pourquoi. Et là-dessus, quand tu es ado, tu as envie de changer le monde et tu as envie de le comprendre. Et que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour l'IA, je pense que c'est intéressant de se dire, OK, l'IA, c'est un outil. Et entreprendre, si avant c'était jouer et partager, quand tu es ado, tu commences à te dire, c'est jouer, OK. Je pense qu'il faut garder du fun tout le temps, que ce soit enfant, ado, adulte, parce que le fun fait partie des choses qui permettent de construire en groupe. Mais il faut aussi que, en tant qu'ado, tu as aussi envie de changer le monde concrètement. Tu as aussi envie de construire un truc, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de prendre des risques, tu as envie de te confronter à des choses un peu difficiles. Et ça, l'entrepreneuriat, ça le permet. Et quand un ado regarde ses parents qui ont entrepris, il voit peut-être du stress, il voit peut-être des heures un peu étendues en dehors de la maison, etc. Donc il voit pas forcément... ou alors il touche du doigt, et ça peut l'intéresser justement, de se dire, OK, entreprendre, c'est construire, c'est s'améliorer, c'est prendre des risques, c'est se planter, mais du coup apprendre de ça, et puis recommencer, etc. Donc clairement, oui, je regarderai aussi en disant, n'hésite pas à entreprendre. Tu vois, ce stand de limonade, il peut déjà être upgradé quand tu es ado, en se disant, je peux... vendre une limonade et pour chaque limonade vendue, aider les gens de manière très concrète, d'une manière ou d'une autre. Ou alors travailler mes relations avec les fournisseurs d'une autre manière pour améliorer la façon dont la limonade impacte, pas seulement pour répondre aux besoins de soif, mais aussi pour être vigilant sur les thématiques environnementales, éthiques, etc. etc. Donc, je dirais aussi à l'ado, regarde l'histoire un peu. Parce qu'en fait, pour construire le futur, c'est chouette de regarder l'histoire. Et je me suis, quand tu m'as parlé du concept, je me suis mis en posture d'ado et j'ai regardé un peu la partie. La question, c'est est-ce que tu t'es auto-prompté pour le faire ou pas? Alors oui, je me suis auto-prompté. J'ai utilisé l'IA à fond pour le faire, en bon entrepreneur de ça. Et je trouvais ça super intéressant parce que déjà, entreprendre n'a pas du tout la même origine en fonction des cultures. Donc, tu prends la culture, on va dire plus chinoise, c'est une initiative individuelle pour l'harmonie du groupe. D'accord ? Donc, ça pose déjà un truc assez fort. Et tu prends la vision plus latine, européenne, ou on va dire western. Là, je laisserai ton IA faire mon franglais en occidental, c'est ça que je cherchais. J'ai cru comprendre, petite parenthèse, que l'IA chopait les 2-3 mots que tu disais en anglais et définissait ton accent en fonction de ça. Donc, sois bon sur les anglicismes. Ok, je vais faire attention à ça. Non, c'est plus marrant que l'IA me fasse un gros accent français. Ce sera plus marrant comme ça. Mais donc, pour revenir à ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. C'est que, en gros, au départ, donc 12e siècle à peu près, on se dit, OK, et donc là, je m'adresse à l'ado, entreprendre, c'est faire preuve d'audace et de courage. On parle des chevaliers à l'époque, etc. On parle pas trop de business. Et c'est seulement à partir du 17e, avec un gars qui s'appelle Richard Cantillon, qui commence à théoriser sur le fait qu'il y a des marchés. On parlait de la compétition avec la limonade tout à l'heure. Et quand tu entreprends, tu fais face à l'incertitude des marchés. Et donc, derrière ça, tu passes encore un siècle ou deux en fast track. On parlait de vitesse. Tu as la notion d'innovation qui apparaît avec un gars qui s'appelle Jean-Baptiste Say. Et très clairement, je dirais à l'ado, regarde un peu cette histoire. D'abord, tu fais preuve d'audace. Ensuite, tu comprends que tu n'es pas tout seul, qu'il y a des marchés. Et ensuite, encore un siècle ou deux, on innove. Et ça permet d'entreprendre avec des nouvelles solutions, d'apporter des solutions à des besoins. Et donc ça s'arrête pas là. Et ça, c'est moins connu, mais je trouve que ça vaut le coup de regarder. Pas que pour l'ado, d'ailleurs, pour les adultes aussi. Il y a un Américain qui s'appelle William Baumol qui, lui, parle d'entrepreneuriat productif
improductif et destructif. Et les ados détestent le côté prof. Là, c'est un peu, je te fais un peu un cours d'histoire du mot entrepreneuriat prompté par ChatGPT, mais je trouve que c'est intéressant de regarder ça. Parce qu'en fait, donc, le productif, c'est je crée de la valeur. L'improductif, c'est j'exploite des failles du système. Et le destructif, c'est je fais carrément, c'est pas au-delà des failles, c'est je manipule le système. Et ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, une entreprise, par rapport à son enjeu économique, etc., est toujours confrontée à, tu vois, je suis productif un jour, et puis à un moment donné, je peux me retrouver improductif par juste circonstance ou carrément destructif. Et donc je pense que ça, l'entrepreneur, il a la charge de ça. Et je dirais à l'ado, c'est pas si simple. Par exemple, tu crées une voiture, tu te dis c'est génial, je vais plus vite, c'est plus facile, c'est plus confortable que le cheval. Et puis, 30 ans plus tard, tu te rends compte que ça devient un énorme problème de pollution dans les villes et tu es obligé de faire marche arrière quelque part et de changer. Je pense que l'IA, elle va accélérer tout un tas de considérations autour de ça. Et quand tu es ado et que tu regardes ça, tu te dis, pas facile, complexe, etc. Et donc, regarder la perspective historique est pas mal. Et ce dernier gars, William, là, il parle aussi du rôle des institutions dans tout ça, pour réguler tout ça. Et je trouve ça, le clin d'œil, c'est que c'est un Américain qui théorise ça. Il dit quand les outils deviennent hyper puissants, c'est de plus en plus important que l'entrepreneur regarde, que le rôle des institutions dans le contrôle de l'entrepreneuriat ou dans le contrôle, ça va avoir une connotation peut-être autoritaire, mais dans le dialogue entre les institutions et l'entrepreneur pour être sûr que ce qui est productif aujourd'hui reste productif demain. Je pense que là, il y a un vrai gros sujet. S'il y a des ados qui écoutent, regardez l'entrepreneuriat et regardez aussi, intéressez-vous aussi au rôle des institutions pour être en partenariat avec les entrepreneurs, parce qu'on a 2 défis majeurs. Et donc là, l'IA est au centre du truc. C'est les considérations éthiques, morales, d'équité, etc. autour de l'IA. Et je trouve que tu dis un truc, tu fais sentir quelque chose d'hyper intéressant depuis tout à l'heure. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont pas mal changé la vie ces derniers temps. C'est qu'en fait, une des révolutions immédiates de l'IA, c'est que tu peux apprendre tout de suite. Et en plus, tu peux l'apprendre de manière relativement adaptée à toi. Si je peux me permettre, c'est pas moi qui parle aujourd'hui normalement, mais si je peux me permettre un petit conseil aux gens qui nous écoutent, c'est que prompter, c'est pas une science, il suffit de parler à son GPT, et c'est assez génial parce qu'avant, si je lisais un livre et que le style du livre m'allait pas, je le laissais sur la table et j'apprenais pas ce qu'il y avait dedans. Maintenant, si GPT m'explique un truc et qu'il me l'explique d'une manière qui me plaît pas, je peux lui demander de me l'expliquer différemment. Ça, c'est assez cool, je trouve. Alors, c'est ce que tu disais depuis tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Après, je dirais aussi à l'ado et l'adulte d'ailleurs, que l'IA, ça reste un algorithme, un processeur qui crunch le truc. Et un peu comme quand on met 3 chiffres dans une calculatrice et qu'on lui demande de calculer, ça donne une somme, ok. Là, on est sur un truc un peu différent, je trouve, avec l'IA, parce que il y a, imagine, j'aime bien cette analogie de, prends une recette de cuisine, c'est une série de tâches, donc ça, ce serait un peu l'algo. Fais venir un top chef, ça c'est un peu ton processeur, tu peux lui donner un fouet ou un Thermomix, et ce qui va sortir de là, ça va énormément dépendre de la qualité du chef. Ça c'est une chose, on va dire, ça c'est le processeur, c'est la vitesse, et c'est aussi de la qualité des ingrédients. Et pourquoi ça me touche, c'est que il y a cette expression garbage in, garbage out, c'est-à-dire si les ingrédients sont mauvais à la base, ce que tu vas manger, la recette ou la qualité de ta réponse de ChatGPT sera mauvaise. Et tu as deux choses qu'il faut bien avoir en tête sur l'IA. C'est que pour moi, tu as ce que j'appelle l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire est-ce que l'IA a trouvé un contenu sur la toile qui lui valide sa réponse, ou est-ce que c'est un apprentissage non supervisé, et auquel cas c'est comment on dit ça, educated guess. Donc, c'est une tentative par des associations de probabilité de mots autour de tes prompts qui vont sortir la recette. Ça, j'ai pas forcément envie de le manger au petit-déj, tu vois ce que je veux dire, si je continue de filer la métaphore sur la cuisine. Et donc, sur cette partie-là, il y a 2 choses. Il y a une partie qui est le contenu qui est créé sur la toile. C'est pas forcément le reflet de toutes nos conversations, quelque part heureusement, mais à côté de ça aussi, ça veut dire
il y a un biais qui se crée dans le contenu qui est créé. Donc c'est toujours c'est la même histoire que ce qu'on apprenait avant l'IA, c'est la qualité des sources. Si les ingrédients sont bons, le chef est bon, la recette sera bonne. En revanche, si les ingrédients sont mauvais, tu vois, si je prends le chat GPT de certains hommes politiques et que je demande à l'IA de répondre à mes questions sur un certain nombre de thématiques, je suis pas sûr de toujours être en accord avec ça. C'est un peu dangereux, ouais. Donc tu vois ce que je veux dire là-dessus d'un point de vue engagement. Et de l'autre côté, ce qui est extraordinaire, par contre, là tu as raison, c'est que, par exemple, je me suis amusé à dire si mon stand de limonade il est créé par Bill Gates ou Elon Musk, à quoi il ressemble. Et en fait, c'est pas du tout la même entreprise. Et donc, ce que je dirais à l'adolescent et même à l'entrepreneur ou même à l'adulte, c'est utiliser l'outil pour nourrir la réflexion en disant comment les autres peut-être le feraient. Mais comme dans n'importe quelle bonne recette, ça ne remplace pas de prendre une petite tasse de café avec un humain pour en discuter. Pour finir sur notre stagiaire, ça me renvoie... encore une fois, c'est une autre dimension, hein, mais ça me renvoie justement à notre utilisation du Wikipédia. C'était finalement quand on avait compris que c'était une base de savoir extraordinaire, mais qu'on ne pouvait pas se permettre de tout prendre au pied de la lettre, on avait déjà passé un step. Exact. Et après, là-dessus, c'est là où la vitesse, l'accès à Wikipédia est encore plus maintenant avec un accès à tout Wikipédia en plus rapide et en décliné sur différentes tonalités, etc., etc. C'est là où je pense que encore plus qu'avant, donc plus ça va vite, plus il y a besoin d'être ensemble et de prendre les décisions ensemble dans un écosystème ou dans une société. Et donc c'est là où je pense que nos institutions ont un défi majeur devant eux. Clairement. Devant elles, en l'occurrence. Bon, sur ces pensées presque philosophiques, du coup, on va passer à l'avis de notre CEO. Donc lui, c'est le papa du grand Jérémy. Il a, je sais pas moi, il a 45 ans. Il a créé une boîte il y a une dizaine d'années qui tourne pas mal. Allez, on va mettre le contexte. C'est pas une boîte énorme. Ils sont 20-30. C'est pas une boîte tech. C'est une boîte normale en quelque sorte. Je sais pas ce qu'elle fait. Ça peut être du commerce, de l'industrie, bref. Donc ce Jérémy-là, il a compris qu'il se passe un truc en ce moment. D'ailleurs, il a déjà essayé GPT. Il a demandé combien il y avait d'habitants en France, en Espagne, dans sa ville, etc. Il a fait tous ces trucs-là. Mais par contre, il perçoit pas encore vraiment comment ça peut lui changer la vie. Il comprend qu'il se passe un truc, mais il sait pas encore trop quoi. Et d'ailleurs, il est aussi un peu sceptique parce qu'il a pas envie de tout mettre dedans. Il a pas envie de se faire piquer qui il est. Donc voilà, il est comme beaucoup de gens en ce moment, il est sur la retenue, quoi. Il est mi-sceptique, il comprend, mais c'est pas trop comment se positionner. Voilà, là, la première chose que je lui dirais, c'est t'es pas sceptique parce que tu as utilisé un GPS, tu as utilisé Google Maps, tu as utilisé tout un tas d'intelligence artificielle déjà. Donc ce que j'aurais envie de lui dire très vite, c'est sois conscient déjà de toutes les utilisations de l'IA dans ton quotidien, dont tu t'aperçois à peine parce qu'elles sont arrivées par itération tout doucement depuis les années 2000, quoi, à peu près, même un peu avant. Donc la première chose, c'est l'outil est là, mais par contre, il devient de plus en plus puissant et donc quelque part, je dirais non seulement intéresse-toi à fond sur l'IA traditionnelle, mais regarde aussi l'IA générative parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est une équipe étendue à ton service au quotidien et au service de toutes tes équipes. Moi, j'ai pas envie de virer les gens de mon équipe pour les remplacer. Non, mais la version positive de ça, c'est les tâches pénibles qui volent du temps à tes équipes ou qui sont complexes et pour lesquelles il y a besoin d'apporter du soutien à tes équipes. L'IA est pas mal pour ça. Et donc là, encore une fois, comme n'importe quel autre outil, bien utilisé, permet à tes équipes de passer du temps de qualité avec leurs proches en utilisant à bon escient l'IA pour gagner du temps sur chacune de tes tâches. Et puis, il y a, encore une fois, je reviens toujours à ça, le fait qu'on est dans un environnement où il y a d'autres personnes qui vont utiliser l'outil et que si tu ne prends pas le train en marche, tu risques d'être sérieusement en défaut de productivité très vite. Et donc, il y a un vrai risque pour ton entreprise. Et en dehors de ce podcast, on discute souvent et on parlait du boulanger où tu disais, mais
moi je suis boulanger, j'ai pas du tout envie d'IA, etc., bah, je te dirais attention parce que ton voisin boulanger, il va utiliser l'IA pour optimiser sa consommation d'électricité, il va optimiser pour innover dans ses recettes, il va utiliser pour aussi optimiser peut-être la qualité de son pain. Et c'est des choses où il faut pas tarder, il faut y aller, il faut s'y intéresser. Parce que voilà, si tu le fais pas, d'autres vont le faire, et c'est un petit peu toujours cette course de vitesse où tu peux aussi décider de dire je vais faire un business sans aucune utilisation de ça. Mais ça, à mon avis, c'est pas la bonne solution. C'est intéressant ce que tu as dit sur le boulanger, c'est-à-dire que on n'y pense pas forcément, mais allez, 2 secondes et puis peut-être que ça fera un petit bout de transition sur après. Tu pourrais détailler un peu l'optimisation de l'énergie, par exemple, parce qu'on se dit, c'est vrai, t'as raison, en fait, là, on touche à un truc très, très concret. En plus, il n'y a pas très longtemps, on a eu une crise de l'énergie forte en Europe. On a compris que certains petits commerces, notamment des boulangers, des bouchers, etc., avaient beaucoup, beaucoup souffert de ces hausses de prix. Ouais, et continue, bien sûr. Mais moi, je me rappelle d'un moment où, aux actus, on voyait des boulangeries fermées à cause du prix de l'électricité. Ce truc-là, par exemple, pourquoi l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Si tu baignes dedans, tu le comprends, mais si tu baignes pas dedans, tu fais pas encore le lien de manière évidente. Ouais, alors je sais pas si je serais le mieux placé pour vulgariser cette thématique-là, mais il faut comprendre que l'électricité, on peut la convertir dans une donnée et on peut l'optimiser. Et ça, depuis longtemps, on le sait. Et l'IA peut permettre d'accélérer la compréhension du boulanger, de sa consommation d'électricité, etc. Et aujourd'hui, en fait, l'IA, on va dire traditionnelle, elle est déjà dans de très nombreux outils qui gèrent l'électricité, tout ce qui est domotique, etc., etc. Sauf que un petit commerçant, obtenir un bilan de ses émissions par rapport à l'électricité, etc. Avant, c'était pas quelque chose qui était hyper accessible. Et maintenant, notamment grâce à l'IA, ça devient de plus en plus facile d'observer ta consommation électrique, d'avoir des recommandations pour l'optimiser, etc. Je vais pas ne pas utiliser mon four. Et puis, ok, je sais très bien que je peux acheter un autre four qui... Non, mais par exemple, prenons un exemple concret. Ton boulanger, avant, il se dit je paye trop d'électricité, c'est galère. Avec l'IA, il peut se dire donne-moi 5 pistes pour optimiser mon électricité, sachant que l'IA va faire une espèce de, tu sais, encore une fois, ma recette de cuisine, série d'étapes, cruncher tout ça, et ensuite lui donner des axes de travail qu'il aurait payé cher, il aurait payé un consultant très cher pour pouvoir avoir accès à ce type de données. Ouais, en général, quand t'es boulanger, tu prends pas de consultant. Exact. Et donc, probablement, l'algorithme, très rapidement, lui dirait, si t'es boulanger, on enregistre à Barcelone, donc on est à côté on est dans un quartier qui s'appelle la Barceloneta. Si tu lui dis, je vis ici, j'ai tel fournisseur d'électricité et j'aimerais réduire de X% mes factures d'électricité, il va te donner des pistes de travail. Okay. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un partage de savoir hyper rapide sur tout un tas de techniques. Donc très concrètement, si un boulanger nous écoute, littéralement là, après il finit de nous écouter jusqu'à la fin, et puis il peut aller sur GPT ou une autre IA ou Claude ou bref, mettre ses factures dedans. On va donner des petits tips. S'il a la version payante, il peut prendre simplement avec son mobile une facture de la photo et l'uploader, donner quelques informations, où est-ce qu'il est, combien de baguettes de pain il fait, peut-être le modèle de son matériel, etc. Et là, l'IA est capable de lui donner des pistes de réflexion concrètes, précises sur comment économiser de l'énergie. Absolument. Et encore une fois, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Non. Mais c'est des pistes de réflexion. C'est le mot que tu utilisais. J'allais dire, je pourrais. Tu me tends une perche beaucoup trop forte pour ne pas pour pas la saisir. C'est que tu as cité ChatGPT, Claude et d'autres. J'irai surtout voir les AI de Greenly, c'est ce qui est écrit sur mon t-shirt. Et j'ai commencé une mission avec cette société qui est extraordinaire il y a peu de temps. Et donc, tu fais les transitions à ma place, Jacques. Comment ? Tu fais les transitions à ma place. Ouais, j'allais dire, tu m'attendais une perche, mais l'idée de ça, l'idée derrière Greenly, c'est de rendre, en fait, de donner à tous les entrepreneurs cette possibilité d'analyser leur activité en profondeur, en leur facilitant la collecte des données, en l'analysant et en les aidant à prendre des actions pour rendre leur business meilleur.
si je résume en... C'est quand même très très fort parce que j'avais pas prévu de t'emmener aussi vite sur Greenly et tu m'as subrepticement poussé à le faire. Ok, trop bien. Bah, tu sais quoi, allez, on y va, du coup, on fait la transition. Merci pour toutes ces explications. Je trouve que c'était hyper riche et intéressant, à la fois de concepts forts, historiques et d'applications concrètes. Du coup, c'est le moment où on va parler un peu de toi. Donc, peut-être si vous êtes auditeur, que vous demandez ce que fait Jacques, pourquoi j'ai parlé d'entrepreneuriat avec Jacques. Pour faire un peu d'histoire, Jacques, c'est une des premières personnes que j'ai connues en m'installant à Barcelone, et même un peu avant d'ailleurs. Et donc, Jacques, toi, t'as pas mal entrepris, t'as fait plein de choses, tu fais encore beaucoup de choses à la fois. Ce que j'aime bien demander sur ce podcast, c'est quel a été ton chemin pour en arriver là, d'où tu viens, où est-ce que t'as grandi, etc. Et puis nous faire aussi un petit peu tes activités actuelles et ton actu. Ok. Écoute, moi j'ai grandi, je suis né en Normandie, les stands de limonade étaient plutôt sous la pluie. Ensuite, j'ai joué beaucoup au handball, donc j'ai fait mon début on va dire de carrière en handball. Et j'ai fait ce premier, c'est un peu croisé des chemins où tu dis est-ce que tu veux faire du handball, tu veux continuer en handball professionnel ou est-ce que tu veux faire autre chose. Et l'ado que j'étais à l'époque s'est dit, j'ai quand même envie, tu sais, j'avais un peu cette idée de je veux avoir de l'impact, changer le monde, etc. Et le handball risque de me limiter un petit peu. Donc je suis reparti dans un cursus business. Et ça m'a emmené dans le monde de l'entrepreneuriat, des ressources humaines et puis de l'organisation en général. Donc je travaillais 13 ans dans une société qui s'appelle Polyglot Group, dont je salue mes anciens collègues et puis mes amis. Là-dedans, on a aidé des centaines de sociétés à grandir à l'international. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Donc ça depuis l'Australie, puis ensuite depuis l'Afrique du Sud, l'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Chine. Et donc on a créé un super beau collectif avec ça. Et après ça, pour faire court, pendant cette expérience-là, j'ai aussi fait pas mal de pro bono dans différentes associations, etc. Et puis également lancé des projets. Et t'étais où à ce moment-là? Donc j'ai fait Australie puis Espagne. Okay. Physiquement, je vivais en Australie puis en Espagne, où je vis depuis 10 ans. Et derrière ça, en fait, j'ai rejoint l'univers de la tech et de la French Tech en rejoignant une société qui s'appelle Anywhere. Là, c'est vraiment la mission était et toujours d'ailleurs comment faire en sorte de permettre à 1 milliard de gens de vivre une mobilité professionnelle souhaitée. Donc ça adresse toute la thématique des migrations humaines, dont on pourrait reparler aussi longuement, qui est une thématique passionnante, où les entreprises et les institutions ont un rôle clé. Et puis donc plus récemment, j'ai créé un studio qui investit dans des startups et qui fournit des prestations de conseil. Et via ce studio, j'ai rencontré les investisseurs et puis des salariés de Greenly. Et puis donc ces discussions ont mené à la rencontre des fondateurs. Et puis donc il y a quelques semaines, t'es dans toutes les premières interventions juste après avoir démarré avec eux. Ça fait presque 3 semaines là, que je travaille avec les équipes de Greenly pour impacter positivement, j'espère, un maximum d'entreprises dans leur décarbonation et puis dans leur amélioration continue sur tout ce qui est thématique ESG, donc environnement, social et gouvernance. Trop bien. Très vite, parce que je vois que le temps file et on a ce matin des contraintes agenda, mais 2 petites questions me viennent pour nos auditeurs. Donc tu es toujours à la tête de ta société, ton studio, et en même temps, tu as un rôle chez Greenly. Est-ce que tu peux nous expliquer la relation entre les deux? Et puis, de manière aussi concrète, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer, donc Greenly, il y a du green, on a compris que vous avez rapport avec l'énergie, à optimiser tout ça. Est-ce que tu peux, en 3-4 mots, alors, un peu plus précisément ce que vous faites? Donc, j'ai un studio qui s'appelle Studio for Good, qui a vocation vraiment à investir dans des startups à impact, et à aider à des startups à impact à accélérer, donc impact positif. Donc là c'est hyper intéressant de regarder ce qu'on appelle les SDGs en anglais, les objectifs pour le développement durable. Donc il y en a 17. C'est impulsé par les institutions internationales comme l'ONU, etc. Je regarde en fait un certain nombre de sociétés qui ont un fort impact là-dessus. Et tous les échanges en fait au sein de cette entreprise-là m'ont fait rencontrer Greenly, qui est au cœur de la démarche d'impact des entreprises, en ayant créé une plateforme qui te permet en fait de mesurer
toute démarche d'amélioration, les athlètes de haut niveau le savent, en handball, la première chose qu'on fait, c'est mesurer ta performance en collectant les bonnes données pour le faire, l'analyser humainement pour la précision et la réflexion, mais également aidé par l'IA pour faciliter, accélérer cette réflexion et cette analyse, et ensuite prendre des actions d'amélioration. Et donc en fait aujourd'hui, l'ambition de Greenly, pour ceux qui connaissent un petit peu le business, il y a un CRM qui s'appelle HubSpot. On se dit on voudrait être le HubSpot de l'ESG demain. C'est-à-dire qu'on a une ambition assez énorme d'être la plateforme de référence pour collecter la donnée ESG, la mesurer et permettre aux entreprises de prendre des actions, de suivre ces actions sur toutes les thématiques environnementales, sociales et gouvernementales. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que aujourd'hui, la comptabilité financière, il y en a partout dans toutes les entreprises. Nous, on va bosser avec l'équipe de Greenly pour qu'il y ait une comptabilité ESG et que les gens soient engagés dans le fait d'améliorer leur compta non financière, donc leur compta ESG géré par Greenly, et de partager toutes les bonnes pratiques de toutes ces sociétés qui vont s'engager à nos côtés pour améliorer ces thématiques-là. Waouh, vaste sujet, avec beaucoup de problématiques tech dont on parle beaucoup en ce moment. Ouais. Okay, on a une super équipe tech, d'ailleurs je les salue, les équipes tech et les équipes produits qui nous ont fait un Product Monthly génial. J'avais l'impression d'avoir Steve Jobs et des TEDx. Donc coup de chapeau à toute cette équipe, à toutes les équipes d'ailleurs, qui terminent une grosse année 2024. dont certains sont quelques étages en dessous de nous, ici au Norsken de Barcelone. Je vais rejoindre dans quelques minutes, en effet. Justement, quelques minutes, je surveille l'heure. Il faut que tu sois synthétique sur la réponse à cette dernière question. C'est dommage parce qu'elle est passionnante. Et ce qui est cool, c'est que tu as déjà commencé à en parler. C'est pareil, une des autres traditions de ce podcast, c'est te demander de l'impact, te parler d'impact, pardon. Te demander comment est-ce que toi, dans ton quotidien, tu t'efforces d'avoir un impact sur ton écosystème. La définition impact by The Tech Nation, c'est comment tu fais pour que ta balance personnelle ou en tant qu'entreprise soit à minima à zéro, voire positive, d'un point de vue social, sociétal et ou environnemental. Très belle question. La première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses la question, c'est déjà d'être là. C'est-à-dire chaque conversation qui engage quelqu'un à réfléchir sur son impact, c'est de l'impact. Donc je dis chaque conversation compte, que ce soit sur des thématiques de diversité, d'équité, d'inclusion, que ce soit sur des thématiques environnementales, sociales, des thématiques de gouvernance. Il faut en parler. Et c'est là, pour le coup, pas que des prompts IA qui vont fixer les problèmes. Donc je pense que chaque conversation compte à tous les niveaux. Je pense que c'est une façon de faire de l'impact. Ensuite, l'entrepreneur a un énorme levier en fait d'impact dans ses choix au quotidien, mais pas que l'entrepreneur. Et je suis passionné de thématiques de leadership. J'aide une société qui s'appelle Inside Risk, dont je salue toute l'équipe aussi, qui en fait permet de s'améliorer, donc de tout ce qui est leadership development, donc développer son leadership individuel et collectif. Et d'être mieux préparé à gérer des crises. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre du leadership individuel ou collectif va contribuer à avoir plus d'impact, parce plus on est nombreux, plus on a d'impact, positif évidemment, et on peut en avoir du négatif, donc il faut travailler, il faut échanger, et faire en sorte de réfléchir à comment est-ce que je peux optimiser mon impact positif, tout simplement. Donc la version courte, synthétique de ça, c'est chaque conversation compte. Et après, si jamais on vient de finir Movember, par exemple, qui est une initiative que j'adore, que je suis depuis 12 ans, où ça parle de santé mentale, ça parle de santé physique chez les hommes assez spécifiquement, mais évidemment chez on appelle ça les Mo Brothers et les Mo Sisters. Donc c'est d'engager, par exemple, à titre individuel, d'engager une conversation avec un maximum de gens sur le mois de novembre sur la santé mentale et la santé physique, qui sont aussi une manière d'avoir de l'impact. Évidemment, c'est sur un temps un peu plus long. Mais de réfléchir aux actions qui permettent d'optimiser ton impact sur ton cercle très proche, puis deuxième cercle, et troisième cercle, etc. C'est une belle façon de conclure, je trouve. Je t'écoutais et puis je me disais que, allez, on va faire un petit clin d'œil puisque ces dernières minutes d'enregistrement, c'est aussi la fin de la première saison. C'était une belle aventure et qu'on va
c'est déjà décidé de continuer donc sur la prochaine saison. Et donc, Jacques, je te remercie parce que tu vois, je trouve que la boucle est bouclée. Grâce à toi, on termine en beauté ce 4e épisode de la première série. On termine aussi 2025, puisqu'on est 2024. On termine pas encore 2025. 2024, puisqu'on est juste avant Noël 2024 au moment de l'enregistrement. L'épisode sortira dans pas très longtemps. Allez, j'en profite aussi pour remercier chaleureusement tous les gens qui ont rendu tout ça possible. Ça a été génial d'enrichir plein de choses auprès de toutes ces personnes. Et ça, clairement, encore une fois, tu l'as très bien dit, la richesse de ces échanges, c'est pas un prompt ou GPT ou je ne sais quelle IA qui va nous les fournir. Une pensée particulière pour Sarah qui est toujours là, qui nous accompagne, et son agence Palmbox qui ont coproduit ce podcast avec nous. Et puis à tous les invités, bien évidemment. J'espère que The Tech Generation vous plaît, que vous commencerez ou continuerez à nous écouter. Et je vous dis à très très bientôt pour le début de la saison 2. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.